des enjeux pour les collectivités locales, puisque effectivement les surfaces en tout cas du bâtiment scolaire, représentent une part importante du patrimoine des collectivités locales. Et comme vous le savez, les efforts en termes de rénovation énergétique se confrontent à un mur du financement. Ce mur du financement, on va essayer de voir ensemble à travers cette session et ce webinaire comment arriver à le contourner, en tout cas comment arriver à concrétiser cette rénovation énergétique qui est au cœur tout simplement de la résilience du patrimoine et aussi du bien-être tout simplement de nos enfants et des enseignants. Donc voilà, je suis ravi d'accueillir en tout cas Bénédicte Bourgoin. Bonjour Bénédicte, qui Bonjour. représente la ville de Vauréal. Et on sera ravi de rentrer dans le détail en tout cas sur votre retour d'expérience. Et Antonin Bell, qui représente le programme Acté. Bonjour Antonin. Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Donc sans plus attendre, je vous propose de commencer cette session. On commence toujours par un petit rituel avec deux petites questions pour pouvoir vous donner, sentir un petit peu la dynamique que vous avez, vous, en tant que collectivité locale, sur votre patrimoine de bâtiments scolaires et la rénovation énergétique que vous avez ou que vous planifiez en tout cas, puisqu'on est peut-être encore en phase de planification ou peut-être vous êtes en phase de travaux. Donc la question, c'est tout simplement, votre collectivité a-t-elle déjà identifié un ou plusieurs bâtiments scolaires à rénover prioritairement? Donc voilà, ça permet de voir quelle est votre maturité sur cet enjeu. Donc je vous laisse encore quelques questions pour pouvoir, quelques secondes pardon, pour pouvoir répondre. Voilà, c'est très simple et ça nous permettra de voir un peu quel est votre degré de maturité et auquel cas peut-être de solliciter des financements pour financer ces travaux. Voilà, encore quelques secondes. Voilà, donc déjà les premières réponses. Donc effectivement, vous avez identifié une relative grande majorité, puisque 64% d'entre vous ont déjà fait ce travail d'identification des bâtiments prioritaires. Donc il y a encore une petite minorité et certains d'entre vous ne savent pas. Donc deuxième question, là, qui porte là pour le coup sur l'aspect du financement et notamment de ce véhicule spécifique contractuel qui est le marché global de performance énergétique à paiement différé, donc le MGPEPD. Vous savez, beaucoup de lettres dans cet acronyme, mais en même temps, c'est une solution pour financer la rénovation énergétique des bâtiments scolaires. C'est particulièrement adapté, on le verra par la suite. Donc là, connaissiez-vous ce dispositif? Oui ou non? Et si c'est pour le coup, on sera tout à fait heureux de vous apporter cette information, et notamment Antonin, pour détailler justement toutes les ficelles, et en tout cas toutes les beaux conseils pour mettre en œuvre ce type de dispositif. Voilà, donc je vous laisse encore répondre, et puis là, évidemment, ça nous donnera une idée plus précise de votre maturité, et éventuellement d'aller plus dans le détail avec Antonin et avec Madame Bourgoin sur la ville de Vauréal, qui pourra justement concrétiser, montrer justement comment on peut concrétiser ce type de dispositif. Voilà, donc les réponses. Donc apparemment, il y avait... Ah oui, donc Antonin, il y a encore du travail. Il y a encore du travail. Donc une large majorité, même 65% de notre audience qui ne connaît pas le MGPEPD. Donc on va rentrer dans le détail justement. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions sur le volet chat qui est dans votre interface. Normalement, vous avez un petit endroit pour poser vos questions, et donc on prendra le temps à la fin, 15 minutes, pour répondre à vos questions. Et si vous ne le connaissez pas, je pense que vous aurez effectivement pas mal de questions. Voilà, donc juste pour vous donner un petit peu de visibilité sur ce webinaire. Donc dans un premier temps, une petite introduction sur évidemment qui est Sobre. Ensuite, on verra de l'audit à l'action, puisque souvent ça passe par un audit. Alors parfois, dans certaines collectivités, il peut y avoir déjà une certaine maturité, donc on le verra avec Vauréal, finalement, qui avait déjà des idées assez précises
mais en tout cas, l'audit, on peut permettre de confirmer les orientations. Puis après, le programme acté qui va, et là, on va le voir avec des financements innovants avec le MGPEPD, je pense que c'est quelque chose d'assez attendu puisque il y a une majorité d'entre vous qui ne connaissaient pas ce dispositif. Et puis enfin, le retour d'expérience de la ville de Vauréal. Sans plus attendre, je vous propose d'avancer rapidement. Donc, juste pour vous dire que Sobre Énergie, c'est la filiale de la Banque des territoires du groupe La Poste qui est spécialisée dans la transition énergétique des bâtiments tertiaires. Nous, on aide bien sûr les entreprises, mais aussi les collectivités dans la réalisation de leurs économies d'énergie et dans la réduction de leur empreinte carbone de leur parc tertiaire. Ce qu'on fait, c'est que en fait, nous réalisons des prestations intellectuelles d'audit énergétique, d'audit GTB, des études de manière générale. On en réalise 300 audits par an et on réalise aussi des prestations en aval, ce qu'on appelle de l'énergie management pour mettre en œuvre des plans d'action notamment. Et puis, on est aussi également éditeur d'une plateforme software as a service, une plateforme logicielle qui permet de récupérer, de collecter l'ensemble des données énergétiques, des points de livraison et aussi éventuellement des sous-compteurs pour mettre en œuvre des indicateurs et vous permettre de suivre les consommations d'énergie, éventuellement de l'eau, de vos bâtiments tertiaires. Voilà, donc ça, nous, on est 50 salariés qui sont des passionnés, à la fois donc, des spécialistes du bâtiment, mais en même temps des spécialistes du software, c'est-à-dire du logiciel, pour suivre les consommations d'énergie de votre bâtiment et atteindre vos objectifs. Donc là, vous le retrouvez ici dans ce slide, c'est-à-dire du monitoring et de la mesure de la performance. Maintenant, de plus en plus, l'intelligence artificielle, à condition bien sûr de bénéficier d'un référentiel de données patrimoniales et énergétiques qui soit fiable et juste, alors on peut aussi intégrer de plus en plus, et nous le faisons maintenant, de l'intelligence artificielle pour permettre des analyses encore plus personnalisées notamment, et bien sûr vous disposez en tout cas de tableaux de bord, d'indicateurs, mais en même temps on est en capacité d'aller encore plus finement sur des analyses plus personnalisées. Alors, on réalise bien sûr des études et des audits énergétiques avec les certifications PIQ, IBI que vous connaissez. Et puis, nous réalisons aussi des prestations en aval de management énergétique, d'énergie management, de conseil, de mise en place de plans d'action, voire de sensibilisation, notamment puisque nous sommes inventeurs de la fresque de la sobriété des bâtiments tertiaires via des ateliers de sensibilisation des mainteneurs, des dirigeants, mais également des élus. Voilà, sans plus attendre, juste pour vous rappeler quelle est la démarche, en tout cas la méthodologie que nous mettons en place, ou en tout cas qu'on met en place généralement pour obtenir des financements, et on va voir après dans le détail sur le MGPEPD les conditions un petit peu préalables pour pouvoir monter son dossier de financement notamment et solliciter le programme acté et ensuite décliner ça sous la forme contractuelle du MGPEPD. Tout commence souvent par des audits. Alors, parfois, il y a des orientations qui sont assez matures, mais l'audit peut venir confirmer en tout cas ces orientations. Alors, juste un petit rappel quand même, parce que c'est souvent un aiguillon très important, l'aiguillon réglementaire. Il faut bien sûr que vous ayez en tête les deux piliers qui touchent, en tout cas, le patrimoine des bâtiments tertiaires des collectivités locales. Bien sûr, le décret tertiaire et en même temps le décret BAX. Là, c'est d'un côté une obligation de résultat sur les trajectoires de consommation d'énergie de votre patrimoine, moins 40% sur 2030, qui est la prochaine échéance. Et puis de l'autre côté, une obligation d'équipement de solutions d'automatisation du bâtiment tertiaire en fonction de la puissance nominale qui est celle de votre bâtiment. 290 kW pour vos bâtiments, ils doivent se mettre en place un système d'automatisation. Et ça, c'est depuis le 1er janvier 2025. Donc, si vous n'avez pas encore mis en place d'action sur ce type, il va falloir effectivement se mettre en conformité. Et dès 2027, pour les bâtiments qui ont une puissance nominale de 70 kW. Donc là, évidemment, vous voyez que l'élargissement du périmètre est important depuis 2023. Maintenant, il y a aussi un horizon, si on se projette un petit peu plus, on se projette sur cette échéance 2025-2030, on se place dans une logique aussi de flexibilité des usages, des consommations. Il y a aussi quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est le fait d'avoir une électrification de la mobilité électrique, bien sûr,
et donc des bornes de recharge de véhicules électriques, les bornes dites IRVE, les infrastructures de recharge de véhicules électriques. Et là, pour le coup, la recharge, en tout cas sur des bâtiments tertiaires ou en tout cas sur des parkings adjacents des bâtiments tertiaires, devient un élément de l'équation importante de cette transition énergétique. Et c'est aussi un levier de flexibilité, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une éventuelle production photovoltaïque, elle peut contribuer à alimenter aussi les usages électriques, notamment connexes, alors soit du bâtiment, soit de la mobilité électrique qui se met en place. Voilà, donc ce paysage-là, il faut l'avoir en tête, à la fois réglementaire, à la fois technologique, mais en même temps qui est nécessaire pour la décarbonation globale des usages du bâtiment tertiaire. Alors l'actualité, c'est toujours le décret tertiaire, puisque là, sur cette année 2025, on rentre dans la maturité du dispositif avec la mise en œuvre, en tout cas la mise à disposition par la plateforme Opérate et par l'ADEME de manière générale de ces attestations concernant la trajectoire de vos bâtiments tertiaires. Normalement, tous les bâtiments tertiaires de votre patrimoine ont fait l'objet d'une primo-déclaration et des déclarations annuelles sur les années 2020, 2021 jusqu'à 2023. Et donc, à partir de ces données qui ont été rentrées sur la plateforme Opérate, une note a été établie avec une attestation qui était provisoire jusqu'à juillet 2025 et qui va devenir définitive. Donc là, vous voyez sur les catégories depuis le début de l'année 2025, des communications ont été envoyées par notamment la plateforme Opérate pour justement mettre à disposition cette attestation provisoire qui va devenir définitive à partir de juillet 2025. Le cycle des valeurs absolues, alors je ne sais pas si vous avez bien en tête ça, ces valeurs absolues, ces objectifs spécifiques pour certains bâtiments, on va dire plus récents, font l'objet maintenant donc d'arrêtés qui ont été, entre guillemets, qui traitent tous les secteurs, et le secteur qui manquait était le commerce. Là, on est sur le point d'avoir cet arrêté qui doit être publié dans les jours qui viennent, et donc là, ça veut dire clairement que ces attestations provisoires vont devenir définitives. Donc, si vous n'avez pas encore reçu cette attestation provisoire, là, pour le coup, vérifiez en tout cas sur votre compte Opérate, et si vous n'avez pas encore entamé les démarches de mise en conformité, il faut le faire sans tarder. Voilà, donc je rappelle juste simplement que une fois qu'on a ça chaque année, vous avez vos déclarations annuelles, puisque c'est ça qui permet de constituer votre trajectoire 2030 et au-delà, et d'identifier si vous êtes bien orienté ou pas bien orienté. Les attestations qui vont être définitives à partir de juillet 2025, sont à mettre, en tout cas affichées dans les locaux publiquement. Et puis si jamais vous envisagez de vous libérer ou en tout cas de vendre un des bâtiments, il faudra le mettre à disposition de l'acquéreur. Donc ça devient vraiment un élément absolument nécessaire pour cartographier, qualifier votre bâtiment tertiaire. Donc la stratégie, en fait, c'est toujours celle de l'entonnoir. Il n'est pas forcément possible, ou en tout cas finançable ou justifié, de réaliser des audits énergétiques pour identifier les travaux que vous voulez potentiellement financer par le MGPEPD qu'on va voir juste après. Et donc, la logique de l'entonnoir, c'est toujours d'avoir au moins, en tout cas, une vision globale des bâtiments de votre parc, de connaître les consommations et les données énergétiques. Alors, le mieux, c'est de l'avoir de manière automatisée, alors soit par des factures, soit par les compteurs connectés, soit bien sûr par nos amis de Enedis et de GRDF qui remontent les données sur une plateforme comme celle de Datamark-Neo de Sobre, d'identifier les sites prioritaires avec des indicateurs qui sont la consommation surfacique avec les kilowattheures par mètre carré, et qui nous permettent à ce moment-là d'identifier les gisements d'économie potentiels, et à ce moment-là de dire, bon, ok, là j'ai un effort qui serait potentiellement intéressant à faire sur les 17 ou 5 ou 4 bâtiments scolaires de mon patrimoine en priorité, pour me permettre d'atteindre mes objectifs du décret tertiaire, mais aussi pour faire des économies, aussi pour la collectivité. Et le but ensuite, bien sûr, c'est de monitorer, de suivre les objectifs d'amélioration des travaux qui auront été mis en place, et de superviser la promesse des économies d'énergie qui auront été modélisées pour vérifier la modélisation versus le réel. L'audit énergétique, c'est un outil d'aide à la décision. Alors après, dans certaines collectivités, il peut y avoir déjà des orientations qui ont été définies.
soit parce qu'il y a eu des bureaux d'études, différents bureaux d'études dans l'histoire de la collectivité qui ont identifié des priorités, soit parce qu'il y a une compétence en interne. Mais le but, en tout cas, c'est d'apporter une visibilité stratégique, une planification avec des améliorations et bien sûr la conformité réglementaire avec le scénario décret tertiaire, par exemple, à moins 40% pour 2030, à minima, à travers le bouquet de travaux qui est associé. Et donc l'audit énergétique, ça sert en tout cas à apporter le calcul et les gains financiers, puisque c'est un exercice aussi pour monter le dossier du fameux MGPEPD, notamment qu'on va voir juste après. Donc l'audit énergétique, c'est une démarche pour planifier ou pour confirmer, voire anticiper. Et derrière, il y a une simulation thermique dynamique qui prend en compte l'ensemble des paramètres et des facteurs qui touchent votre bâtiment tertiaire. Et là, on établit en fait un jumeau numérique du bâtiment scolaire notamment. Voilà, donc en résumé, planification ou confirmation avec la phase d'audit et d'études techniques pour identifier les APE, les travaux pertinents, mise en œuvre, réalisation des travaux lorsque vous avez obtenu financement peut-être par un MGPD, la mesure des résultats avec notamment une plateforme qui vous permet d'identifier et de monitorer, de suivre la clause de performance si vous êtes dans un contrat de performance énergétique dans MGPEPD et éventuellement des ajustements et des corrections pour tout simplement tenir la clause de performance qui a été définie dans le contrat. Donc là, nous apportons en tout cas avec Sobre, via un module qui s'appelle le module Mon Éco-Performance, la confrontation des économies qui sont projetées versus les économies réelles, ce qui nous permet donc de vérifier constamment de manière précise, de manière mensuelle ou de manière trimestrielle ou de manière annuelle, la tenue des objectifs dans le cadre notamment du contrat de performance énergétique qui est actif lors de la convention. Voilà, donc je vais laisser la main maintenant à Antonin qui va nous donner maintenant les bonnes ficelles ou les bonnes pratiques et surtout le processus pour mettre en place un MGPEPD. Et je te remercie Antonin, n'hésite pas à prendre la main maintenant. Merci beaucoup Arnaud, donc rebonjour à toutes et à tous. Antonin Bel, je suis chef de projet outils contractuels et financiers au sein du programme ACTE et donc j'accompagne les collectivités territoriales notamment et leurs accompagnateurs publics locaux dans les démarches contractuelles et de financement de la rénovation énergétique, en particulier sur ce nouvel outil qui nous intéresse aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ACTE, donc c'est un programme qui fonctionne sur la base des certificats d'économie d'énergie et donc qui est coporté par la FNCCR, une fédération de collectivités territoriales portant appui notamment sur les réseaux d'énergie, ce genre de choses. Et donc ACTE est un programme C2E qui est placé sous l'égide du ministère de la Transition écologique et qui apporte à la fois un financement et une expertise aux acteurs publics locaux. Financement sur l'efficacité énergétique des bâtiments publics. Donc on va financer notamment des actions d'ingénierie amont pour la préparation de rénovation énergétique, des ETP, des audits énergétiques notamment comme ça a été présenté, ou de la maîtrise d'œuvre par exemple. Et sur le volet expertise, on a un centre de ressources qui est disponible en libre accès sur notre site internet et qui permet de diffuser un ensemble de guides, de cahiers des charges types, de livrets d'accompagnement sur les volets techniques, juridiques et financiers liés à l'efficacité énergétique du patrimoine bâti. Donc ça, c'est un peu voilà, comment on se positionne et la manière par laquelle on peut vous accompagner dans vos projets. Sur la question des contrats de performance énergétique, puisque le MGPEPD est un contrat de performance énergétique, ACTE accompagne les acteurs publics sous deux dispositifs de financement. Son dispositif générique, c'est-à-dire qui finance tous les projets d'efficacité énergétique, le FONCHEN, et également l'appel à projet AMO-CPE qui est porté avec l'ADEME depuis début 2024 et qui là va apporter vraiment des financements spécifiques et bonifiés pour les projets en MGPE à paiement différé. Donc on peut financer via ces deux canaux à la fois le renforcement de la compétence en interne dans les collectivités sur des postes d'économe de flux ou du financement d'agents en temps interne, des outils de mesure et de suivi des consommations énergétiques, des études d'opportunité et de faisabilité pour la mise en place d'un CPE et enfin des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour se faire accompagner dans le procédé. Donc avec ces deux dispositifs-là, on a déjà accompagné un certain nombre d'acteurs pour évaluer l'opportunité d'un CPE avec paiement différé et lancer ensuite le process de déploiement de ce type de projet.
quelques éléments de contexte pour mieux comprendre de quoi il retourne. Je le disais, le MGPE à paiement différé, c'est un CPE, donc un contrat qui est global pour atteindre un objectif de performance énergétique. L'atout des CPE, c'est que la collectivité va confier à un ou plusieurs acteurs privés l'élaboration de son projet de rénovation énergétique avec un seul marché intégrant plusieurs types de prestations qui devraient normalement être allotis. On va donc avoir dans une seule procédure de consultation publique la conception maîtrise d'œuvre du projet, la réalisation des travaux, l'entretien et réglage des systèmes, donc ce qu'on appelle l'exploitation-maintenance, et la sensibilisation des usagers sur une période de temps qui peut être assez longue, par exemple 10 à 20 ans, et donc intégrer toutes ces prestations-là dans une seule procédure administrative. C'est un montage qui est idéal pour atteindre une performance énergétique chiffrée puisque tous les acteurs sont responsables conjointement de Mmh. l'atteinte de l'objectif et on va éviter de se retrouver dans des situations où, par exemple, l'entreprise qui réalise les travaux va renvoyer la responsabilité au maître d'œuvre, qui va la renvoyer à l'exploitant. Là, tout le monde est dans le même bateau, si j'ose dire, et donc ça permet de sécuriser cette garantie de résultat. Et puis, ouais, tu voulais ajouter quelque Juste, chose? donc c'est une nouvelle habitude pour l'acheteur public, puisque finalement on Absolument, sort du lot et c'est ça. justement cette démarche transverse, elle est permise parce que tout le monde est focalisé sur l'objectif de performance énergétique. Exactement, c'est vraiment une des conditions clés pour pouvoir déroger, au principe d'allotissement notamment, c'est qu'il y a un objectif de performance énergétique chiffré, et une opération qui est généralement innovante, ce qui permet, de ne pas avoir à allotir le marché, autrement c'est effectivement obligatoire. Donc il y a quand même une forme de dérogation qui est permise à l'acheteur public pour, justement aller, faire des rénovations performantes. Ça suppose quand même un changement de culture pour les acheteurs publics et donc on accompagne aussi les collectivités sur ce changement de culture et un appui auprès des services, notamment marchés publics. Et donc les spécificités techniques et financières de ces CPE, pour qu'un CPE soit qualifié de CPE et donc que vous puissiez recourir à un marché global, il faut déjà que le contrat fixe des objectifs de performance énergétique réels, mesurés par des indicateurs précis et donc objectivés. On va vraiment viser à constater sur le terrain une diminution des consommations énergétiques réelles et donc pas simplement une estimation basée sur la performance des systèmes. Cet objectif, son atteinte ou sa non-atteinte, elle est calculée par rapport à une situation de référence qui doit être déterminée. C'est vraiment le point zéro du contrat où on va avoir, par exemple, sur une période routinière de 3 années avant travaux, quelles sont les consommations énergétiques du bâtiment, quels sont les usages, quelles sont les variables d'ajustement, notamment météorologiques. Tout ça doit être vraiment préparé en amont puisque c'est vraiment ce qui va servir d'arbitre en fait sur le contrat. Et puis ensuite, cette garantie de résultat, elle va être matérialisée par des clauses financières qui sont très importantes, des indemnités qui sont dues par l'entreprise ou les entreprises si l'objectif n'est pas atteint. Donc on va calculer l'objectif et la performance énergétique réellement constatée. Si on voit un delta de 10 points par exemple en kilowattheure, la valeur économique de ces 10 points va être indemnisée à la collectivité. Donc il y a vraiment cette garantie de résultat. Et à l'inverse, on va avoir également des possibilités d'intéressement des entreprises en cas de surperformance pour inciter à aller encore plus loin avec un partage des gains. Pour faire un CPE, avant 2023, on avait 2 outils, 2 véhicules contractuels de la commande publique. Le premier, c'est le marché de partenariat, qui est vraiment très peu utilisé aujourd'hui en raison notamment de sa mauvaise réputation. Le second, c'est le marché global de performance énergétique classique, donc sans Mmh. paiement différé. Ces 2 outils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Le marché de partenariat permettait déjà de recourir au paiement différé, c'est-à-dire qu'on paye l'investissement de manière lissée dans le temps après avoir reçu les travaux, mais il obligeait de transférer la maîtrise d'ouvrage au titulaire privé, donc une frilosité certaine tirée de ce Mmh. point-là pour les acheteurs publics. En revanche, le marché global de performance énergétique n'obligeait pas à transférer la maîtrise d'ouvrage, mais interdisait le paiement différé, donc on devait payer la totalité de l'investissement dès réception des travaux. Et à ce Ouais, moment-là, forcément, on n'a pas encore pu mesurer concrètement sur le temps long si la performance énergétique est bien est au atteinte. rendez-vous. Donc il y a Mmh. des limites sur ces 2 outils.
En conséquence, le législateur a décidé d'introduire un troisième véhicule contractuel via la loi du 30 mars 2023, le marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est un peu une forme de véhicule hybride entre les deux outils préexistants. Ce nouveau marché global, il va donc permettre d'avoir, comme je le disais, un marché global associant conception, réalisation, exploitation, maintenance, tout en recourant au paiement différé des travaux, sans seuil minimal de recours. Donc, quel que soit le montant de l'opération, vous pouvez théoriquement utiliser cet outil et en conservant la maîtrise d'ouvrage. Donc, on a une différence majeure avec le marché de partenariat. Comment ça se concrétise, ce paiement différé? C'est qu'en fait, la collectivité va payer sous la forme de loyer d'investissement, chaque année, une fraction de l'investissement sur toute la durée du marché, au lieu, comme je le disais, de tout payer dès réception des travaux. Mmh. À noter, cet outil ne peut être utilisé que pour des rénovations énergétiques de bâtiments existants. On ne peut pas faire de MGPEPD sur l'éclairage public ou sur de la construction neuve, par exemple. C'est très important d'avoir ce point-là en tête. Et donc, je vous propose ce schéma qui peut paraître un peu dense comme ça, mais je vais vous l'expliciter pour vraiment que vous compreniez comment fonctionne le principe du paiement différé. En gros, la flèche bleue, c'est la durée de l'opération. On va commencer à gauche de l'écran par la phase conception, donc maîtrise d'œuvre, et ensuite sur la partie droite de l'écran, à partir de la date effective de réception des travaux, on va être sur la partie exploitation maintenance et mesure de la performance énergétique. On va donc voir en jaune sur la première partie, donc conception-réalisation de l'opération, c'est le titulaire qui porte le préfinancement des investissements. C'est-à-dire que la collectivité, au moment où les travaux sont en cours de réalisation, ne peut ne rien décaisser du tout. Et tout va être porté en fait par le titulaire via un emprunt ou des fonds propres. Ensuite, une fois que les travaux sont reçus par la collectivité, va se déclencher le paiement différé. Donc en vert, on a les briques de financement. Chaque année, la collectivité rembourse à l'entreprise une fraction des investissements que l'entreprise a préfinancés. C'est donc pas un financement privé, c'est un préfinancement privé puisqu'il est remboursé intégralement par la collectivité. Et donc, ce remboursement va s'étaler sur toute la durée du marché et donc y compris sur la période d'exploitation-maintenance. Si votre marché, par exemple, doit mettre 15 ans à être remboursé, sur les 15 ans, vous allez rembourser chaque année un quinzième de l'investissement sous la forme de loyer. Va s'ajouter au remboursement du capital, ce qu'on voit en rouge, le petit bloc, c'est les coûts liés au préfinancement. C'est-à-dire que forcément, puisque le titulaire a avancé l'investissement, on va rembourser au titulaire, payer au titulaire des frais financiers, comme on le ferait pour rembourser un emprunt, par exemple. Voilà un peu pour le fonctionnement concret. Ça présente 2 avantages majeurs. Le premier, c'est de lisser l'investissement dans le temps. Arnaud le disait, on est face aujourd'hui à ce qu'on appelle un mur d'investissement sur la rénovation énergétique. L'intérêt de cet outil, c'est vraiment d'aller lisser ce mur pour en faire peut-être plutôt une colline, en fait, tout simplement, et que l'effort soit un peu moins brutal. Ça permet aussi de déclencher plusieurs projets en parallèle pour atteindre les objectifs du décret tertiaire notamment. Le deuxième intérêt, c'est que vous allez garder l'assiette investissement du titulaire jusqu'à la fin du marché puisque vous la remboursez petit à petit et donc ça va vous permettre soit de diminuer ce remboursement-là si vous constatez que l'objectif n'est pas atteint, soit de l'utiliser comme une assiette pour inciter le titulaire à venir réaliser des travaux correctifs. Tant que les entreprises n'ont pas reçu toute leur rémunération, elles sont beaucoup plus facilement incitées à venir corriger certains paramètres. Voilà pour les 2 avantages clés. Il y en a un certain nombre d'autres j'énumère là sur cette slide-là. Ça vous permet notamment de limiter le poids des garanties puisque c'est la rémunération investissement qui va jouer le rôle de garantie finalement. Ça permet également de mettre en œuvre une procédure négociée pour co-construire les technologies à mettre en œuvre et le modèle économique. C'est-à-dire que vous n'allez pas lancer un appel d'offres avec réception de candidatures et terminé. Là, vous allez lancer votre appel d'offres, vous recevez des candidatures et vous pouvez échanger avec chaque candidat pour affiner la proposition et sélectionner celle qui est la plus pertinente. Et puis, ça vous permet aussi de pouvoir rémunérer une partie de l'investissement avec les économies d'énergie que vous constatez sur le terrain, puisque chaque année, vous remboursez par exemple un quinzième de l'investissement. Sur chaque année, vous aurez aussi des économies d'énergie générées par l'opération et donc vous pouvez les mettre à contribution directement dans le financement de l'opération, ce qui peut être intéressant en termes de modèle économique.
Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de vigilances à avoir à l'esprit et de bonnes pratiques à observer. Déjà, d'une part, ça suppose un endettement à potentiellement très long terme, puisque la durée du marché est calée sur l'amortissement des investissements. On peut se retrouver avec des MGPEPD à 25-30 ans. C'est un paramètre qu'il faut quand même avoir à l'esprit. Ça peut supposer aussi des coûts de financement et de contractualisation plus élevés qu'à l'accoutumée. Le coût du préfinancement, par exemple, peut être plus élevé que les intérêts d'un emprunt. Tout dépend de la manière dont se structure ce financement. Et vous allez avoir besoin d'AMO techniques, juridiques et financiers pour lancer le marché. Donc, ça peut aussi coûter plus cher au commencement en fait que en marché à l'outil. Il y a des risques de construction, d'interface et de financement qui sont aussi à calibrer minutieusement avec l'aide de ces AMO-là avant de lancer le marché, puisqu'on l'imagine, une fois que le marché est lancé, comme il intègre beaucoup d'acteurs, c'est plus compliqué d'aller réaliser des avenants. L'idéal, c'est vraiment d'avoir le marché le mieux ficelé possible dès le début. Et puis, un point important, c'est de ne pas trop imposer les solutions techniques à mettre en œuvre, puisque justement, elles ont vocation à être co-construites lors de la consultation avec les entreprises. Si on est trop prescriptif, les entreprises vont être très contraintes et donc ça va potentiellement donner à voir des propositions qui sont plus coûteuses pour la collectivité. Donc, laissez vraiment la place à ce dialogue avant de lancer le marché. Et puis pour conclure, puisque je vois que l'heure Ouais, le temps tourne, file. Hem, un point sur, voilà les démarches qui sont déjà en cours sur des MGPEPD, à l'échelle nationale. Sur la première session de l'appel à projet à MOCPE, on a retenu, co Acté et l'ADEME, 13 collectivités, dont Vauréal, qui, présentera son projet juste après moi. Ces 13 collectivités sont donc un peu des pilotes, sur l'expérimentation de ce nouvel outil et on en a retenu au total avec la deuxième session dont les résultats ne sont pas affichés là puisqu'on les a communiqués hier, quelques 20 collectivités qui se lancent. C'est une expérimentation qui dure sur 5 ans. On est aujourd'hui à mi-chemin, donc il y a vraiment une importance capitale à générer du retour d'expérience. Si vous souhaitez vous pencher sur la question, vous aurez mon mail en fin de slide et j'aurai grand plaisir à échanger avec vous là-dessus. Et donc dernière slide, les ressources qui existent pour se faire accompagner, au-delà du financement qui peut être proposé. Acté et ses partenaires, notamment l'ADEME, le CEREMA et Fininfra, qui est rattaché à la Direction générale du Trésor, ont publié en fait un parcours utilisateur des ressources à chaque étape d'un projet de MGPEPD. Au moment de choisir sa stratégie, vous avez le guide Acté sur le MGPEPD, quelles sont les clés d'analyse à mobiliser. Pour comprendre ce nouveau marché et approfondir la présentation que je vous ai faite aujourd'hui, vous avez une plaquette actée et une fiche de décryptage du CEREMA qui sont dédiées à cette question. Sur la question de se faire accompagner par un prestataire, on a publié un cahier des charges type pour cadrer les prestations d'AMO-CPE en partenariat avec l'ADEME. Lorsque vous êtes au stade de passation du marché, bon, c'est un peu tôt encore, je pense, pour les personnes qui nous écoutent, mais ça pourra servir pour la suite. On a publié un kit juridique de pièces de marché pré-rédigées, que ce soit un MGPE classique ou à paiement différé, dans lequel vous retrouverez des CCAG et CCAP type et des documents de consultation pour vous limiter en fait la charge administrative de rédaction de ces documents-là, qui sont simplement adaptés à votre projet. Et enfin, pour disposer de retours d'expérience de collectivités lancées dans des CPE, vous avez l'Observatoire national des contrats de performance énergétique, porté par Acté, l'ADEME, le CEREMA et le CSTB, sur lequel il y a vraiment énormément de retours d'expérience qualitatifs et de données chiffrées, et un retour d'expérience d'Acté sur des CPE sur des piscines publiques. Tous les liens sont dans les slides, donc vous pourrez y accéder directement et je me tiens à votre disposition évidemment pour toute question. Eh ben, merci beaucoup, Antonin, pour tes explications et pour cette boîte à outils. En tout cas, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions, en tout cas dans le chat. Certains d'entre vous ont commencé à le faire, donc merci de continuer. Et puis, mais sans plus attendre, Madame Bourgoin, donc là, vous avez là, le but, c'est d'avoir votre retour d'expérience de la ville de Vauréal. Et je vous laisse la main. Merci beaucoup, bonjour. Donc d'abord, une petite présentation de la commune. Vauréal, c'est une commune de 16 000 habitants. On est en Île-de-France, on est au nord-ouest. Après nous, c'est la Normandie, donc on est déjà limite campagne. C'est une ville nouvelle qui a été bâtie sur un village. On a 80% de la ville qui a été construite entre les années 80 et 90. Et on a 62 bâtiments, dont, vous le voyez en dessous, 23 qui sont concernés par le décret tertiaire et on a 24 logements qui sont associés à ce décret tertiaire. Ça veut dire que on a effectivement urgence
à massifier nos rénovations pour pouvoir atteindre les ambitions du décret tertiaire. La première chose que nous, on a fait quand on a voulu se lancer sur ces questions de rénovation, c'est faire un état des lieux. Et donc, on a commencé par un inventaire du patrimoine bâti, donc avec une analyse des consommations. Et j'ai pré-audité les 28 principaux bâtiments en regardant à la fois les systèmes de chauffage, ventilation, eau chaude, l'isolation et la menuiserie de ces bâtiments. Et j'ai identifié des petits travaux que nous, on a appelés les quick wins, qui nous permettaient de faire des gains rapides de 5 à 10% en levant un certain nombre d'inconforts des usagers. Cette période, comme j'étais beaucoup dans les bâtiments et notamment dans les groupes scolaires, ça a été aussi l'occasion, et ça, il ne faut pas le négliger, de discuter avec les usagers. Et en fait, rien qu'en discutant avec les usagers, vous pouvez rapidement savoir quels sont vos bâtiments qui sont les plus déperditifs et ceux, en tout cas, où vous avez le plus de mal à atteindre des températures qui soient en hiver confortables. Et on découvre aussi parfois qu'il y a des bâtiments qu'on surchauffe. Et en général, les usagers se plaignent beaucoup quand il fait froid, jamais quand il fait trop chaud. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des groupes scolaires où, en fait, ils gardaient les fenêtres ouvertes tout l'hiver. Et donc, là, ça a été l'occasion de rapidement optimiser nos consignes de chauffe. Et donc, en parallèle de tous ces retours des usagers, on a aussi fait des relevés de température dans les bâtiments parce que nous, on a un CPE en cours et en fait, le contractant a des consignes de chauffe qu'on lui a indiquées et lui, il a des lois d'eau classiques. Donc, pour chaque chaudière, il sait que quand il fait -10, il doit chauffer à temps, etc., etc. Et en fait, comme les bâtiments ne se comportent pas de la même manière, il y a des consignes en fait qu'on a dû baisser. Et donc, ça part très très bas en chaufferie parce que en fait, le bâtiment garde bien la chaleur et ça nous permet de faire des économies de gaz. Et d'autres bâtiments sur lesquels on a été obligé de surchauffer parce que comme les bâtiments sont extrêmement déperditifs, il y avait vraiment un inconfort. Donc ça, c'est les premières actions qu'on a faites, c'est les premières pistes. Vous pouvez facilement gagner 10% sur vos factures rien qu'en faisant ça. Ensuite, donc pour vous donner un peu de visibilité au niveau des consommations énergétiques, si vous pouvez revenir, là, voilà. Pardon. Donc, nous, on a grosso modo presque 6 millions de kWh en 2022 de consommation de gaz et d'électricité et pour une facture à peu près de 600 000 euros. Ça a fait un boom en 2023. Bien qu'on ait baissé de 13% nos consommations, on est passé à plus 88% sur nos factures. Partant de là, on a fait le ratio par rapport au nombre d'habitants pour se rendre compte de ce que représentait la dépense. Et ça, c'est utile pour les élus notamment, de se rendre compte que l'énergie en 2022, c'était 37 euros par habitant par an et qu'en 2023, on était passé à 70 euros. Du coup, on a fait des constats. On a notamment fait un constat par rapport à notre contrat de performance énergétique en se disant, voilà, on a un prestataire avec lequel ça fonctionne très très bien, on s'entend bien, on fait plein de choses. On a notamment travaillé sur un plan sobriété ensemble. Pour autant, il n'a dans sa main que la possibilité de faire évoluer des consignes de chauffage et tout ce qui est lié au système de chauffage et un petit peu de ventilation. Sauf que, en fait, pour faire des économies, il faut aller plus loin. Il faut à la fois travailler sur les systèmes de chauffage, mais également sur l'enveloppe du bâtiment. Et c'est là que est venue toute notre réflexion sur comment est-ce qu'on allait faire évoluer ce contrat de performance énergétique dans le temps. Et puis, on s'est dit que, comme il y a le réchauffement climatique en cours, on n'allait pas simplement viser moins 60% sur nos consommations, mais on voulait aller au-delà et viser plutôt un niveau BBC Renault qui est en général à 80 kWh. Nous, on s'est mis sur en fait un BBC nouvelle construction à moins de 50 kWh. C'est des ambitions, ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre, mais on essaye de viser loin pour essayer d'atterrir sur quelque chose de cohérent. Donc, si vous passez la slide suivante, on a écrit du coup, à partir de tout ça avec les élus, un plan qu'on a appelé Vauréal 2030 avec 3 objectifs. On n'en a pas fixé 50, on en a fixé 3. Un sur la sobriété énergétique, dans la logique du triptyque négawatt, avec où on vise tout de suite moins 60% dès 2030, sachant que le décret tertiaire, c'est une obligation de moins 40%. Mais nous, on veut aller au-delà et on sait que quand on fait une rénovation de bâtiment, vu les coûts que ça induit, on va faire une fois.
Donc, on ne va pas viser 40%, on va tout de suite viser les objectifs de 2050, parce qu'on ne va pas repasser sur le bâtiment dans 20 ans pour refaire une isolation. Tant qu'à dépenser de l'argent, que vous mettiez un isolant de 15 cm, 20 ou 30, grosso modo, après, ça a une différence sur le coût des matières premières, mais quand les personnes sont là, elles sont là. Ensuite, on s'est fixé un deuxième objectif qui était de décarboner notre énergie, et donc on veut remplacer 50% de nos achats de gaz et d'électricité par une énergie locale et renouvelable. Et un sujet dont on parle très peu et qui est pourtant fondamental dans les années à venir, c'est la préservation de l'eau potable. Et donc, on s'est fixé comme objectif de diminuer de 30% nos consommations d'eau potable d'ici 2030, notamment par la réutilisation de l'eau de pluie. Donc, alors, on a du coup travaillé dans plusieurs directions. Je vous ai parlé tout à l'heure de nos quick wins par rapport notamment à notre plan de sobriété réalisé avec le lauréat, enfin la personne avec qui on travaille pour notre CPE. Et donc, on a travaillé sur un e-tracking interne. Alors, c'est pas le même que celui de la Banque des Territoires. Celui-là, c'est un fonds qui est alloué par la commune. Donc, c'est ce que j'appelle mon petit cochon. Donc, c'est ma petite tirelire. Et avec une somme qui était de 100 000 € la première année, j'avais pas besoin de justifier en amont toutes les dépenses que je voulais faire. Et donc, ça m'a notamment permis de mettre en place des robinets thermostatiques dans toutes les écoles et dans la plupart de nos bâtiments, de revoir toutes les sondes d'intérieur. Et ça, c'est des premières choses pour commencer à ajuster effectivement la température. Et on part du principe qu'on peut déjà, rien qu'avec ces économies-là, faire 5% donc d'économies grâce à ces travaux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans le cadre d'un e-tracking, en fait, les économies que vous allez réaliser vont revenir nourrir votre petit cochon. Donc, c'est un cercle vertueux. Plus vous faites des travaux, plus vous faites des économies. Les économies que vous faites en énergie sont réallouées à votre petit cochon. Et du coup, au fur et à mesure, ça grossit, ça vous permet de faire de plus en plus de travaux. Ensuite, on a effectivement sauté sur cette occasion du MGPEPD, notamment de la proposition d'acter pour un AMO-CPE pour être accompagné au niveau juridique. Donc moi, de façon très naïve, j'étais beaucoup partie sur un AMO juridique. L'AMO financier est fondamental et les AMO techniques le sont tout autant. Donc voilà, c'est effectivement une grosse enveloppe au départ, comme le disait Antonin. Après, c'est aussi une garantie parce que ça vous permet de vous projeter réellement avec des professionnels qui sont capables de vous bâtir des plans de financement, qui sont capables de voir si c'est soutenable pour la commune. Et ça tombe bien parce qu'on a 2 documents à remettre à Fininfra et à la DGFiP. C'est un document de soutenabilité et un document pour déroger à la règle du paiement différé. Enfin, du paiement qu'on n'a pas le droit de différer, justement. Et donc, nous, dans ce cadre-là, on a utilisé plusieurs leviers. Donc, d'abord, avec l'ADEME, il est possible de faire des études d'opportunité avec un animateur de l'ADEME. Donc, nous, on a été contacté, l'animateur qui fait de la géothermie. C'est des études d'opportunité qui sont faites gratuitement. Et du coup, voilà, vous montez votre projet avec cette personne-là, vous réfléchissez et à la fin, il vous dit, bah, grosso modo, la géothermie, ça vous coûterait tant et ça permettrait de décarboner tant et vous ferez tant d'économies. Donc, ça vous donne déjà une visibilité. Avec le programme acté, donc, on a été lauréat de l'appel à projet pour l'AMO MGPEPD. Et puis, on a aussi, du coup, souscrit au programme EduRénov. Et c'est là qu'on a rencontré Sobre Énergie, puisque EduRénov nous a permis de financer 8 audits pour nos 8 groupes scolaires. Donc, c'est des gros groupes scolaires, tous sous décret tertiaire, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et là, on a, mais je vous le présenterai après, vraiment pu travailler main dans la main sur la façon dont on souhaitait concevoir ce projet. Et on l'a adapté vraiment, soit les groupes scolaires qui étaient intégrés au MGPEPD, voilà, ça nous a permis de dire, nous, on veut d'isolation paille, on veut de la géothermie. Donc, vraiment de faire en sorte que les résultats soient alignés avec le projet qu'on avait. Et puis quand, par exemple, on a pour d'autres groupes scolaires possibilité potentiellement de se raccorder à un réseau de chaleur urbaine, et ben là, on leur a dit, là, on aimerait par contre que dans les scénarios, vous mettiez le fait de se raccorder au réseau de chaleur urbaine, ce qui nous permet notamment d'avoir des gains, mais aussi d'avoir des coûts qui sont très importants pour la suite. On a également, toujours grâce au programme EduRénov, on est en train de travailler sur une cartographie des aides disponibles dans le cadre du MGPEPD.
ce qui nous permet du coup de voilà, asseoir un petit peu la partie financement. Et puis, on a également répondu à un appel à projet pour la rénovation hors site. Et donc, on a fait un entretien avec un architecte avec qui on a pu discuter de 3 groupes scolaires sur lesquels on pensait faire du hors site parce que on a des groupes scolaires où on a des architectes qui ont été très très inspirés, mais du coup c'est des bâtiments qui sont très découpés, qui sont parfois très compliqués. Et pour éviter d'avoir des ponts thermiques, le plus simple c'est souvent de faire un tout droit plutôt que de devoir découper, puis ça a des coûts aussi importants. Et donc on a réfléchi à comment faire du hors site et pouvoir créer d'autres espaces. Et puis on a alors par choix décidé de faire appel à un tiers financement pour la partie photovoltaïque. Et donc, on a signé une convention d'occupation temporaire, quand même pour 30 ans, de notre territoire. Et on va développer 1250 kW crête avec des ombrières sur parking. Parce que la ville de Vauréal est très verte, mais on avait quand même des parkings, on n'avait pas d'ombrières. Et ça fait partie des lois, et notamment la loi LOM et énergie et climat, auxquelles on devait répondre. Et la loi APER qui rentre également aussi de Oui, plus en plus en œuvre. c'est ça. Il y a beaucoup de lois. Tout à fait. C'est le rhume du Donc, siècle. alors nous, on voit les lois pas comme une contrainte, mais comme une opportunité parce que ça nous permet de tracer une ligne directrice vers où on doit aller. Ça permet Mm. d'éviter de s'éparpiller. En général, si vous répondez aux lois, vous savez que vous êtes dans la case par rapport au changement climatique et à ce que vous devez faire. Et ça permet aussi d'avoir des garde-fous par rapport à parfois des bureaux d'études thermiques qui peuvent vous emmener dans des délires. Enfin, voilà. Bon. Donc, sur nos audits énergétiques, donc c'est ce que je vous disais, ça a permis à la fois de quantifier les gains envisagés sur nos différents bâtiments, mais également les coûts des travaux. Et alors, ce qui est très chouette, c'est qu'on a une jeune équipe extrêmement efficace, extrêmement investie, et on a un rapport qui, j'en ai reçu beaucoup des rapports d'audit, il y en a qui sont très abscons où vous le regardez, vous savez toujours pas ce que vous devez faire. Là, l'avantage, c'est qu'ils sont extrêmement clairs, très pédagogues. Donc, je vous ai mis quelques captures d'écran. On voit, par exemple, sur votre bâtiment, vous avez des codes couleurs, orange, vert et rouge. Vous savez bien, vert, c'est bien. C'est comme les feux de la route. Hein. C'est vert, c'est bien, orange pour ralentir et rouge, c'est danger. Donc, voilà, ça nous a permis de bien voir ça et ça permet surtout à nos élus et puis aux personnes avec lesquelles on peut être amené à parler qui ont peut-être voilà, moins d'appétence sur ces sujets, de tout de suite comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Vous avez aussi, par exemple, une tendance des consommations, donc par rapport aux enjeux du décret tertiaire, ça vous montre où vous en êtes et puis où vous allez où est-ce que vous allez être quand vous aurez fait en fonction des différents scénarios, sachant qu'ils suivent les scénarios 2030, 2040, 2050. Et nous, ça nous permet de voir que tout de suite, si on va vers le scénario 3, qui est donc notre scénario privilégié pour faire moins 60, et que effectivement on atteint les ambitions. Un point dont on parle rarement et qui est pourtant hyper important, c'est le confort d'été versus le confort d'hiver. Et là, effectivement, il y a une simulation énergétique dynamique, donc ça vous permet de savoir quelles sont les zones qui vont être les plus à risque sur des périodes de canicule qu'on aura de plus en plus. Donc, de toute façon, il faut le prévoir. Et donc, d'anticiper en disant, OK, sur ce mur-là, il vaut mieux planter, de ce côté-là, on va planter des arbres, on va mettre des casquettes, peut-être qu'il faut qu'on peigne le toit en blanc. Enfin, voilà, il y a des… Et ça, c'était chouette aussi d'avoir ce retour-là parce qu'il y a très peu de bureaux d'études qui vous font ces retours. Et puis, ça, alors c'est assez classique, mais pour le coup, c'est extrêmement utile. C'est la synthèse des données, des scénarios d'action préconisés, où vous avez à la fois vos gains et en même temps vos coûts en fonction des différents scénarios, avec plusieurs options. Est-ce que si je fais ça, et ça, etc. Donc nous, comme on savait quand même déjà très bien où on voulait aller, on avait déjà dit qu'on voulait de la paille, qu'on voulait de la géothermie ou du réseau de chaleur urbaine. Et puis, on avait surtout volonté d'avoir une visibilité sur si on ne fait que la rénovation, qu'est-ce qui se passe? Si après, on rajoute des optimisations des systèmes, qu'est-ce qui se passe? Et si en plus, on rajoute un changement d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Et avoir cette vision très découpée permet de savoir les gains que vous allez avoir finalement par type de travaux. Donc ensuite, alors la philosophie de notre MGPEPD, je vous en ai déjà un peu parlé, mais on veut faire une isolation paille. Donc c'est là où j'entends ce que dit Antonin. Il ne faut pas trop cadrer et en même temps faire un dialogue compétitif. Si vous ne cadrez pas un peu, vous pouvez vous retrouver avec des propositions qui sont tellement
voilà, ésotériques, elles sont difficiles à analyser. Donc, nous, on a quand même un cadre. On veut de l'isolation paille parce que ça permet de réduire les besoins de chaleur, ça permet de travailler sur le confort d'été. Et c'est un des matériaux qui capte le plus le CO2. Donc, voilà. On voulait 2 boucles d'eau tempérées alimentées par de la géothermie de surface, et on les veut toujours, hein, qui seront couplées à des packs qui, elles, sont alimentées par la production du coup photovoltaïque des ombrières dans le cadre de notre cote avec Soliwatt 95. Et on voulait étudier le solaire thermique pour pouvoir équilibrer la chaleur puisée dans les sols, parce que plus vous allez puiser de la chaleur en hiver, plus votre sol va s'appauvrir et il va te descendre en température, hein, c'est mécanique, puisque vous allez lui renvoyer de l'eau plus fraîche, hein, et vous allez capter du coup les calories du sol. Donc l'idée, c'est comment est-ce qu'on renvoie de la chaleur dans ce sol en été pour que finalement on reste, on donne autant que ce qu'on prenne. Et notre ambition, c'est d'abaisser de 60% nos consommations énergétiques et de développer à minima 60% d'énergie renouvelable. Et toujours dans le cadre des 50 kWh par mètre carré, puisque ça, c'est l'ambition qu'on vise. On ne sait pas si on l'atteindra, mais en tout cas, c'est ce qu'on vise. Donc ensuite, ça, c'est plutôt la planification du projet parce que, comme vous l'a dit Antonin, en fait, comme c'est nouveau, un nouveau véhicule financier, il n'y a pas une voie tracée où on vous dit, tu commences par faire ça, après tu fais ça. Donc, c'est le chemin que nous, on a parcouru pour en arriver là. Donc, en 2024, on était parti sur une année où on étudiait. Donc, on a fait notre schéma directeur énergétique. On a fait notre étude d'opportunité avec l'ADEME. On a sourcé des solutions à la fois financières et techniques. Donc, sur la paille, on a sourcé différentes solutions pour savoir comment ça marchait. Financière, c'est ce que vous avez vu avant. On a fait une validation avec les élus en leur disant, voilà, on sait ce qu'on veut faire, notre stratégie, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Une fois qu'ils nous ont dit oui, du coup, on a répondu à l'appel à projet pour la MOCPE d'Acté. Et en 2025, du coup, on s'est donné les moyens de nos ambitions. Donc, on a décidé de se lancer. Donc, on a fait un budget dans lequel on a intégré tous les coûts dont on avait besoin. Et notamment, on a réalisé 17 audits thermiques pour nos bâtiments. Une partie sont concernés par le MGPEPD, les autres non. Mais c'était important pour nous qu'on puisse du coup avoir une visibilité exhaustive sur le coût aussi des autres bâtiments qui n'étaient pas dans le MGPEPD, puisqu'il va falloir aussi les rénover. C'est là qu'on a aussi répondu à l'appel à projet d'EduRénov pour le hors-site, parce que ça fait partie de notre retour d'expérience dans le cadre du MGPEPD. On a constitué notre équipe d'AMO juridique, financier et technique. Donc, c'est ce que j'appelle mes super-héros. Et puis, on est en train de rédiger les documents pour Fininfra et la DGFiP. Et on a vendredi, donc demain, une validation des élus sur les coûts de ce MGPEPD, la façon dont on l'a on le visualise sur 30 ans par rapport aux finances de la commune pour qu'ils puissent prendre la décision de OK, vous pouvez déposer le dossier ou non, on n'est pas d'accord parce que, in fine, c'est quand même eux qui ont le dernier mot. S'ils nous valident et qu'on dépose le dossier à Fininfra et qu'il est validé par Fininfra d'ici début septembre, on va rentrer dans une phase de rédaction des pièces de marché. Et puis, il faudra passer en conseil municipal entre les deux avant de lancer le marché pour que le maire ait l'autorisation du conseil municipal pour lancer un MGPEPD. Et après, on a prévu de contractualiser avec les groupements attributaires. Ça veut dire que dans notre planning, donc 2024 étudié, 2025 se lancer, 2026 ce sera vraiment toute la partie rédaction des pièces de marché, réalisation du marché et contractualisation. Et la partie contractualisation, c'est ce que disait Antonin, elle est fondamentale parce qu'on s'engage sur 30 ans, 25 ou 30 ans sur notre projet. Et donc, on a prévu au moins 6 mois d'aller-retour pour être sûr qu'on aurait fait ceinture et bretelles. Voilà sur la planification. Et ensuite, il doit me rester une slide, je pense. Oui, les bénéfices. Alors, les bénéfices attendus du MGPEPD. Donc, on va remplacer du gaz par une énergie gratuite qui est l'énergie du sol, puisque la géothermie, ça a une durée de vie de 100 ans. Donc, nous, on va rembourser sur 25 ans. Ça veut dire qu'au bout de 25 ans, on aura baissé de 60 à 80% de consommation de gaz et que du coup, ce sera des coûts en moins. Une mise aux normes de la ventilation, un pilotage des équipements techniques en accord avec le décret BAX. Donc, nous, on est plutôt low-tech dans la commune, vous avez vu avec la paille. Donc,
On va plutôt viser un niveau C du décret BAX avec tout ce qui est robinet thermostatique, la mise sous horloge des ventilations, le fait d'avoir des détecteurs de présence au niveau des lumières et d'intensité et de luminosité. Voilà, une mise en conformité avec le décret tertiaire, on en a parlé, un travail sur le confort d'été et la rénovation en site occupé qui est une de nos contraintes, puisqu'on ne va pas vider nos écoles, on ne va pas vider nos bâtiments, la bibliothèque, etc. Donc il fallait qu'on trouve une solution et le hors-site permet typiquement, là on est en train de se faire la main entre guillemets sur un bâtiment qui n'est pas un ERP, qui est notre centre technique municipal. Et les premières prévisions montrent que grâce au hors-site, on va pouvoir isoler le bâtiment en à peu près 4 semaines, voire 5 si on a des aléas, sachant qu'il nous aurait fallu 3 mois si les équipes étaient au pied du bâtiment. Donc, c'est juste pour se dire, ça permet par exemple les écoles de pouvoir faire une isolation sur la cour grâce au hors-site pendant l'été. Ça va nous permettre aussi de nous assurer ça. Antonin, on a longuement parlé de la qualité des travaux et de la garantie d'atteinte de la performance énergétique et du coup de ne rembourser qu'à partir du moment où on sera sûr que tout a bien été réalisé. Et puis d'avoir des ambitions écologiques importantes, donc viser une rénovation bâtiment basse consommation, stocker du carbone et développer des énergies renouvelables. Voilà un petit peu notre stratégie. Merci beaucoup pour ce partage, Madame Bourgoin. Là, ça nous permet d'être en temps réel, en immersion dans votre projet. Donc, merci pour ce partage. Et on va juste, pour vous dire, enchaîner sur les questions. Il nous reste peu de temps, mais on va quand même prendre toutes les questions. Donc, juste pour vous dire, en tout cas, si vous souhaitez rentrer plus dans le détail pour aller plus loin sur tout ce qui est contrat de performance énergétique, vous avez des ressources aussi qui s'affichent. Vous pouvez scanner le QR code. Il y a des éléments même un peu plus projectifs sur la partie flexibilité et l'autoconsommation. On n'a pas parlé d'autoconsommation photovoltaïque, même si vous avez fait le choix du photovoltaïque. Et sachez qu'on peut aussi tendre vers l'autoconsommation, évidemment, atteindre les objectifs du décret tertiaire, notamment grâce aussi à l'autoconsommation. Mais sans plus attendre, quelques questions. Donc, il y avait une première question, c'est pour pouvoir lancer un audit énergétique selon votre présentation, faut-il avoir déclaré dans Opérad les consommations des bâtiments énergivores et avoir reçu l'attestation provisoire? Non, en fait, pas du tout. Ce sont deux choses qui sont différentes, c'est-à-dire il y a le dispositif éco-énergie tertiaire, décret tertiaire. Pour le coup, la première étape, c'est de se mettre en conformité, s'insérer, faire vos primo-déclarations et vos déclarations annuelles pour identifier la trajectoire. Et puis, par ailleurs, vous pouvez ensuite mettre en place l'audit énergétique pour identifier justement les scénarios qui vont vous permettre d'atteindre les objectifs du décret tertiaire. Après, c'est bien de le faire soit en parallèle, soit vous avez peut-être déjà fait. Mais donc là, pour le coup, j'ai l'impression que vous l'avez peut-être pas fait. Deuxième question, bonjour. Alors, c'est plus une question sur le financement. Bonjour, remboursement au titre du fonctionnement, investissement ou les deux? Sur cette Antonin, question, pour du toi. coup, il y a deux flux. Il y a le flux investissement et le flux fonctionnement. Pour la partie conception-réalisation, tout va s'intégrer en investissement, pardon, comme pour un marché classique. Et donc, en gros, on va avoir, au moment où l'opération est en cours de réalisation et que la collectivité n'a pas commencé à rembourser, inscription de la totalité de la dette d'investissement en dette PPP. Donc, c'est le compte 75 dans les comptes de la collectivité. Et à chaque fois que vous remboursez une fraction de cette dette pour l'entreprise, ça va aller s'imputer en investissement directement sur le compte d'immobilisation. Donc, c'est bien des loyers d'investissement et non de fonctionnement. Sur la partie fonctionnement, c'est vraiment uniquement la partie exploitation, maintenance et les frais financiers, donc comme sur n'importe quel autre type de marché. Et ça se verse sous la forme de paiement en fonctionnement, en fait, assez classiquement pour payer les prestataires. Merci Antonin. Une autre question pour toi. Le MGPEPD peut-il s'appliquer à l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments scolaires en autoconsommation collective sur le toit d'une école? Alors ce point-là, il n'y a pas forcément une réponse unique, mais a priori, l'outil est bien pensé pour de la rénovation énergétique visant à diminuer les consommations énergétiques. Donc c'est plutôt axé sur la rénovation, notamment enveloppe et système.
rien n'empêche d'intégrer à un projet de rénovation de l'autoconsommation avec un MGPEPD, c'est tout à fait possible. Il était prévu dans le projet de loi simplification de la vie économique que le MGPEPD puisse être étendu aux opérations d'autoconsommation seules. Cet amendement a été rejeté, donc pour l'instant, ce n'est pas possible a priori. Mais ça peut tout à fait s'intégrer à une rénovation énergétique globale, hein. C'est pas exclu du tout. Autre question, avez-vous une estimation des frais financiers en pourcentage du MGPE-PD? Donc ça, c'est vraiment combien ça coûte, hein. Mmh. Bon, on peut peut-être faire une réponse à 2 voix, avec Bénédicte. En tout cas, sur le volet théorique, on estime que les coûts de financement sont un peu plus élevés qu'en marché classique, comme je le disais. Ça dépend, il y a 2 facteurs qu'il faut avoir à l'esprit là-dessus. Le premier, c'est que ça dépend beaucoup de la structure du financement qui est apporté par le titulaire. Plus le titulaire va mobiliser des fonds propres, plus le frais financier sera élevé. À l'inverse, s'il recourt à un crédit, pour financer l'opération, ce sera a priori moins cher. Mais ça, c'est des choses que vous pouvez comparer entre les différents candidats au marché. Donc, vous pouvez tout à fait avoir cette information-là avant de choisir l'entreprise et donc l'utiliser à cet escient-là. Et le deuxième volet, c'est que ce surcoût de financement qui peut être constaté, il est à mettre en regard des bénéfices qui sont apportés pour l'opération, notamment la durée de remboursement qui peut être très longue et le fait que, comme c'est le titulaire qui préfinance l'opération, c'est vraiment sur lui que va reposer le risque de dimensionnement de l'enveloppe. Donc, la collectivité n'a pas à faire ses démarches et est protégée d'un éventuel sous-dimensionnement en fait sur le financement, puisque c'est le titulaire qui est responsable de ce volet-là. Merci Antonin. Madame Bourgoin, là, vous mentionnez vos super-héros, les missions AMO, CPE, AMO technique, juridique, financier. Est-ce que vous pouvez juste vraiment apporter des précisions sur ce point? C'est quoi leur Oui. périmètre? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Alors, Quelques mots. l'AMO financier, en fait, s'occupe de la soutenabilité budgétaire. Donc, en fait, à partir de, c'est ce que je disais, de tous les audits où on avait les chiffrages du coût des travaux, elle va définir du coup l'enveloppe globale des travaux. Cette enveloppe, elle va être aussi retravaillée avec les AMO techniques qui ont notamment vérifié l'étude d'opportunité qu'on avait fait avec l'ADEME sur la géothermie, combien ça coûtait par rapport aux besoins de chauffage après rénovation. Nous, on a une petite boucle, donc travailler le réseau, etc. Tout ça, c'est un coût. Donc, en fait, ils ont vérifié aussi par rapport aux audits, ils ont pris tous les travaux embarqués qui peut-être n'avaient pas été intégrés, s'il y avait des renforts de charpente, etc. Donc, bref, ils nous ont fait une enveloppe globale. Et à partir de là, l'idée, c'est de dire, OK, on regarde les finances de la commune, on regarde, enfin, ils regardent, elle regarde en l'occurrence, les finances de la commune, en combien de temps on va commencer à rembourser, quelle va être la mise de départ, puisqu'on a une première grosse enveloppe la première année où on commence à rembourser et puis après effectivement ça s'étale dans le temps et donc elle nous fait différents scénarios et c'est ce qui nous permet de voir et c'est ce que va regarder la DGFiP si il y a de la soutenabilité budgétaire pour rentrer sur un projet de 30 ans avec une enveloppe de travaux qui est très conséquente au départ. Donc Surtout c'est que nous, on vraiment le a travail une de quinzaine de bâtiments, modélisation donc financière. c'est conséquent. Et puis Tout ce l'AMO travail juridique, lui, oui. va plutôt faire les liens avec Fininfra. Ouais, Il va notamment rédiger la note pour Fininfra pour expliquer pourquoi est-ce qu'il faut qu'on déroge et qu'on fasse du paiement différé. Donc ça, d'accord. c'est son boulot à lui. Il nous accompagne également quand on va lancer le marché, etc. Il sera présent pour savoir quel marché on lance et pourquoi, et est-ce que effectivement c'est suffisamment ouvert pour faire un dialogue compétitif ou est-ce qu'on est sur un marché négocié parce que c'est un peu moins ouvert, mais ouvert quand même avec des variantes. Et puis les AMO techniques, vraiment, au-delà du fait d'accompagner au début sur la partie coût des travaux et viabilité des travaux, nous accompagne aussi sur la performance attendue et sur ce qu'on va mettre, quel niveau de pénalité, qu'est-ce qu'on attend au niveau des entreprises et ce à quoi elles vont devoir répondre parce que, comme on l'a dit, c'est un marché global de performance énergétique. Donc, il y a le mot performance, donc il va falloir la mesurer et donc il faut donner des seuils au-dessus desquels il y aura des gains pour l'entreprise qui aura remporté le marché, en dessous desquels on pourra, nous, ne pas payer en attendant qu'ils aient fait des correctifs ou leur mettre des pénalités. Effectivement, bonus-malus.
Ça, c'est au cœur du suivi de la performance. Écoutez, on va s'arrêter là. Il y avait une dernière question pour vous, Madame Bourgoin. C'est, auriez-vous un projet en cours de rénovation que nous pourrions visiter? Alors, il y aura peut-être, je pense, un message en direct pour vous qui vous sera envoyé pour cette personne-là. Alors, Voilà, ce sera possible, mais les travaux vont pas commencer là. On est en train de travailler sur le marché on a notre archi. On va lancer le marché cet été. d'accord, Je pense qu'on commencera à avoir des travaux le temps qu'ils fassent tout hors site et qu'ils viennent l'installer potentiellement. Ça devrait être en mars, quelque chose comme ça, avril. Donc, ce d'accord. serait intéressant de reprendre contact et peut-être d'organiser ça au contraire, hein, avec plaisir, Eh pour bien, je que suppose que tout ça le doit monde être un de puisse vos participer. confrères Moi, je trouve que transmettre, c'est d'Île-de-France. important, hein. Tout à fait. Eh bien, écoutez, donc en tout cas, merci pour ces bonnes pratiques. On est arrivé au terme de ce webinaire. Donc, merci Antonin, merci Madame Bourgoin. J'espère Merci que beaucoup. en tout cas, ce webinaire vous a permis de vous éclairer le plus possible et de vous apporter ce que vous attendiez en tout cas. Alors, juste pour vous dire, vous pouvez prendre contact avec Madame Bourgoin en direct, notamment pour la visite qu'on vient de voir, peut-être du centre technique municipal ou d'autres. Monsieur Bell, Antonin Bell pour l'aspect financement. Et puis, si vous voulez travailler sur justement les scénarios que vous avez vus avec vos réals ou alors pour justement superviser post-travaux la clause de performance qu'on a vue notamment via une plateforme, surtout n'hésitez pas, on peut répondre à votre besoin. Et surtout, si vous voulez suivre toute l'actualité sur tous les prochains webinaires, notamment tous les leviers de financement, sachez que vous pouvez nous suivre aussi sur LinkedIn et on communique largement sur ces webinaires qu'on en fait à peu près 1 à 2 par mois. Voilà, il me reste à vous souhaiter une très bonne journée et puis je vous remercie à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir.